Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler des lectures que j'ai pu faire sur le mois de mai. Et même si la vidéo paraît plus longue que d'habitude, j'ai malgré tout 10 livres à vous présenter et donc très peu de temps à accorder à chacun d'entre eux. Sinon, comme d'habitude, dans la barre d'infos sous la vidéo, vous retrouverez toutes les informations essentielles sur les livres, les outils que j'ai pu utiliser pour mon bullet journal lecture et le code pour avoir 12% sur Stationery Pal. J'ai démarré le mois de mai avec le 5e tome de la saga Blackwater qui s'intitule La Fortune. C'est toujours écrit par Michael McDowell et c'est toujours publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Je crois que je n'ai plus besoin de vous présenter cette saga qui est sortie en 6 tomes en poche à l'été dernier. Et donc moi je viens de lire le 5e. Je prends mon temps, j'en lis un tous les mois, tous les 2 mois, je savoure. Évidemment, comme c'est un tome 5, je ne peux pas vous en dire grand chose. Hormis le fait que, comme d'habitude, je dévore ma lecture et comme d'habitude, je suis dégoûtée de quitter la famille Casquet. On a beau avoir des tomes qui font uniquement 250 pages environ, il se passe toujours énormément de choses. Le côté surnaturel est toujours présent et on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne. Ceci dit, à mon grand désarroi, le côté horrifique que j'appréciais dans les premiers tomes est de moins en moins présent au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et je parle de l'histoire sur les 6 tomes réunis, bien sûr. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai pas encore lu le dernier tome. Bref, si vous n'avez pas encore lu la saga Blackwater, mais que vous aimez les fictions historiques avec une pointe de surnaturel et des personnages assez caricaturaux, je dois dire, franchement, foncez. Début mai, j'ai enchaîné les suites de saga et j'ai notamment lu, enfin plutôt écouté, le tome 4 des aventures d'Anna Svensson qui s'intitule Meurtre et tarte au citron meringuée. C'est une série de cozy mystery qui est écrite par Joanne Fluke et c'est édité chez Le Cherche Midi. La saga commence aussi à sortir en poche, le premier tome est déjà sorti, je sais plus trop pour le deuxième, et c'est chez les éditions Point. Enfin bref, là aussi, je vous ai déjà parlé de cette saga, c'est du cozy mystery, c'est très léger, très sucré et très sympa. On y suit notre héroïne Anna, qui est la propriétaire du cookie jar, elle vend donc des cookies, et sur son temps libre, elle résout des affaires criminelles. Enfin, pas de chance parce que c'est plutôt les affaires criminelles qui viennent à elle. À chaque tome, son enquête, et cette fois-ci, c'est dans la nouvelle maison de son ami Norman qu'on découvre un cadavre. Comme souvent avec les cozy mystery, et surtout avec cette saga-là, l'intrigue autour du meurtre ou des meurtres passe au second plan, je dirais, et c'est quand même plus la vie de la ville d'Eden Lake, ou de Lake Eden, je sais plus, et de ses habitants, et donc tous les commérages qu'il y a autour qui prennent le plus d'importance dans la trame de l'histoire. Et notamment aussi d'un triangle amoureux, mais bon, celui-là il me dérange pas trop puisque ça avance très lentement. Bref, c'est une de mes sagas doudou et gourmande à souhait, et je pense que si vous êtes en panne de lecture, ça peut être une bonne idée de commencer cette série. Ensuite, j'ai lu Fleur d'Oco, le tome 1, c'est écrit par Laetitia Danae et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Je n'ai même pas eu le temps de vous le présenter en book haul sur Instagram, je l'ai à peine acheté et aussitôt dévoré. Ce titre était déjà sorti chez une autre maison d'édition, mais Hachette Roman a repris un petit peu le truc. Et l'autrice a retravaillé son roman, donc il a été corrigé et enrichi. C'est de la fantaisie qui est basée sur les mythes et légendes africains, mais je sais pas si on peut vraiment parler de réécriture de contes. On y suit la jeune Oko qui maîtrise le pouvoir de communiquer avec les plantes. Elle devient l'une des aspirantes du grand sorcier Sumaoro, qui est l'envoûteur de la cour de son Rénome. Mais elle va vite se rendre compte qu'en dehors de la compétition, il y a d'autres intrigues et des choses bien plus importantes qui se passent au sein de la cour. J'ai adoré l'ambiance de cette lecture. Comme vous vous en doutez, on plonge tête la première dans le folklore africain et c'était fantastique. Les personnages sont hyper attachants et il y a aussi quelques autres personnages qui, sans être forcément attachants, on se pose un petit peu des questions sur eux et on se demande ce qu'on va retrouver dans le tome 2. J'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte de savoir. J'ai eu un petit souci au niveau du rythme, je dois vous dire. Au milieu du roman, je pense, à peu près, j'avais l'impression qu'on avançait plus trop. Ceci dit, ce problème de rythme, j'ai l'impression que
c'est juste moi qui l'ai eu parce qu'en fait il se passe quand même plein de choses, on a quand même plein d'informations. Donc cette information-là reste à prendre avec des pincettes. À part ça, je suis super contente parce que j'ai la sensation que cette saga, on peut la lire à tout âge. Qu'on soit enfant, adulte ou ado, tout le monde y trouvera son compte. Je sais que si j'avais lu ce roman il y a 10 ou 15 ans, je l'aurais tout autant apprécié. Ah, et au passage, Fleur d'Oco, c'est une duologie, donc le premier tome vient de sortir et le tome 2, donc le dernier, sortira cet automne. Et quand je vous disais que j'enchaînais les suites de saga, je ne plaisantais pas puisque j'ai ensuite lu le deuxième tome de la saga autour d'Hélène Grace. C'est une série policière, donc on peut lire tous les tomes indépendamment des uns des autres, mais moi j'aime bien suivre la chronologie. Et là, le tome 2, c'est donc Il court et court le furet. C'est toujours écrit par M.J. Hardidge et c'est publié aux Escales Noires ou chez 10-18. Je vous dis ça parce que ma médiathèque possède les tomes qui ont été publiés aux Escales Noires, mais 10-18 les sort au fur et à mesure en version poche, si je dis pas de bêtises. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais lu le tome 1 le mois précédent et j'en étais ressortie assez mitigée. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement pareil pour le tome 2. Et le truc, c'est que comme je suis une grosse tête de mule, mais je vais continuer la saga. Le truc, c'est que j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur et j'aime beaucoup ce schéma criminel qui s'installe, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, et je pense dans tous les autres tomes. C'est des choses qui sortent de l'ordinaire ou qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça me plaît beaucoup. Mais il y a aussi quelque chose qui m'agace et qui prend énormément de place, c'est la vie personnelle de l'équipe de police d'Hélène Grace comme de ses coéquipiers. Donc si vous voulez, l'intrigue autour des meurtres, c'est que la moitié du roman finalement. L'avantage c'est que ça se lit très vite, donc je vais pouvoir continuer à lire les tomes, et puis le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Puis j'ai enchaîné avec le deuxième tome de la série Inheritance Game qui est écrite par Jennifer Lynn Barnes et qui est éditée chez Pocket Jeunesse. Ce deuxième tome, c'est Les héritiers disparus. Là aussi, j'avais lu le premier tome de la série le mois précédent et j'avais beaucoup aimé ma lecture. Et le tome 2 continue dans la lancée, c'était toujours une lecture très sympa. J'avais un peu peur qu'on tombe dans un tome 2 où il se passe pas grand chose, qu'il fasse juste le lien entre le 1 et le 3 sans qu'il y ait vraiment de réelle action, mais c'était pas du tout le cas. Au contraire, il se passe tellement de choses dans ce tome 2 que je me demande ce qu'on peut aborder comme sujet dans le tome 3 parce que j'ai l'impression qu'on a répondu à la majorité de nos questions. Dans ce tome 2, on retrouve notre héroïne Avery et les frères Hawthorne qui mènent toujours l'enquête pour démêler le vrai du faux autour de l'héritage du grand-père qui vient de décéder. Et on a aussi d'autres personnages dont on a entendu parler dans le premier tome qui viennent se greffer dans cette suite de saga. Certains apportent un côté rafraîchissant et d'autres au contraire vont se greffer au cœur de l'intrigue. Bref, une lecture très chouette, d'autant plus que le triangle amoureux qui prenait place déjà dans le premier tome, bon, il est toujours là, mais ça reste discret, donc ça ne me pose pas de soucis. Le seul problème que je vais rencontrer maintenant, c'est que jusqu'à présent, j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 à la médiathèque, mais elle ne possède pas le tome 3, ni la médiathèque, ni le réseau. Donc je sais pas comment je vais faire. Après tous ces débuts et suites de saga, j'ai enchaîné les lectures pour préparer le Challenge Babelio. Le site organise chaque année le prix Babelio qui est réparti sous plusieurs catégories et on peut voter pour nos livres préférés. Et quand j'ai vu la sélection, il y a énormément de romans qui m'ont tapé dans l'œil. J'ai donc essayé d'en lire un maximum avant la fin du vote pour pouvoir voter en mon âme et conscience. Je vais passer assez rapidement sur ces romans-là puisque j'ai prévu de vous faire une vidéo spécialement autour du prix Babelio. Mais comme vous le voyez, j'ai lu La sorcière de Limbricht, écrit par Susan Smith et publié aux éditions Charleston. Roman qui a été un coup de cœur phénoménal alors que je l'avais vu passer nulle part sur les réseaux. C'est une fiction historique qui se base sur des faits réels, des choses qui se sont passées en l'année 1674 aux Pays-Bas. Et comme vous vous en doutiez avec le titre, on y parle de chasse aux sorcières. Ici, c'est Endgen, notre personnage principal, qui est une vieille dame de presque 75 ans, qui se fait arrêter un jour de juillet 1674 donc, et elle est soupçonnée d'être une sorcière, elle est donc jetée au cachot. En attendant son procès, elle en profite pour faire une introspection et revivre les moments forts de sa vie, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Ça a été incroyable, j'ai dévoré ce roman. J'ai adoré la plume de l'autrice, ça m'a beaucoup fait penser à celle de Madeline Miller qui a écrit Circé et le chant d'Achille. On y parle évidemment de chasse aux sorcières, de fanatisme religieux et de torture, mais aussi beaucoup de la condition humaine et surtout de la condition de la femme et du rapprochement avec la nature. Comme je vous le disais, ce roman est basé sur des faits réels, c'est-à-dire que Engen a réellement existé et son procès a vraiment eu lieu. Encore une fois, ça a été un véritable coup de cœur, donc je ne peux que vous inciter à le lire. Entre deux romans, pour préparer mon challenge Babelio, j'ai lu le livre qu'on avait sélectionné pour le book club. Je l'ai lu en anglais, c'est Lessons in Chemistry et c'est écrit par Bonnie Garmus. Et comme je suis un gros boulet, je me suis rendu compte uniquement en préparant cette vidéo que ce roman existe en version française depuis plus d'1 an déjà. Il est édité chez Robert Laffont et le titre a changé, c'est La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Ici aussi, c'est une fiction historique puisqu'on suit notre personnage principal, Elisabeth Zott donc, à partir de la fin des années 50 et courant des années 60. Et Elisabeth n'est pas une femme comme les autres puisqu'elle est chimiste et elle travaille donc dans un monde d'hommes. Et forcément, ça ne plaît pas du tout à ses collègues. Sauf qu'un beau jour, elle va abandonner la chimie et devenir malgré elle la vedette d'une émission culinaire adressée aux ménagères. Et là encore, les hommes vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Vous l'avez compris, on y parle énormément de la condition de la femme, de féminisme, de rébellion presque j'ai envie de dire, ainsi que de patriarcat. Mais on y aborde aussi des sujets plus compliqués comme comment se reconstruire après un deuil et ou une agression sexuelle. Comme je vous le disais, je l'ai lu en anglais et je pense que je l'aurais vraiment apprécié à sa juste valeur si je l'avais lu dans sa traduction française. Je pense que j'aurais beaucoup plus compris les nuances et les insinuations si elles avaient été traduites. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer et même de verser une petite larme à la fin. Puis j'ai repris ma préparation du challenge Babelio et j'ai lu Memphis, écrit par Tara Stringfellow et édité chez Charleston dans sa version française. Deuxième roman pour la catégorie littérature étrangère, deuxième roman publié par Charleston et deuxième roman coup de cœur. Enfin, j'estime que ça pourrait être un coup de cœur parce que moi je l'ai lu en anglais, en version originale, sans le faire exprès. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ceci dit, je reste persuadée que si je l'avais lu en français, j'aurais eu un vrai coup de cœur. C'est aussi une fiction historique puisqu'ici on va suivre aux États-Unis 3 générations d'une même famille. On a donc plusieurs points de vue à des époques différentes de ces femmes issues de la communauté noire de Memphis. Beaucoup de trigger warning ici puisque chacune d'entre elles doit faire face à des problématiques qui sont encore plus accentuées par le fait qu'elles soient noires. On alterne ici les points de vue et donc les différentes époques et ça nous crée un espèce de patchwork, une vue d'ensemble de la vie de cette famille. Et ça a été incroyable, je suis tombée amoureuse de la famille North. Ces femmes ont un courage et une force de caractère absolument incroyable. J'ai adoré les suivre et je les ai quittées le cœur serré. Ça reste une saga familiale contemporaine puisque ça se passe depuis les années 1940 environ jusqu'à 2005. Saga familiale en un seul tome et qui franchement vaut le détour, d'autant plus que là encore je ne l'avais pas vu passer sur les réseaux sociaux. Puis j'ai lu Le Bureau d'éclaircissement des destins, écrit par Gaël Nohan et publié aux éditions Grasset. Là aussi parce qu'il faisait partie de la sélection du prix Babelio, cette fois-ci dans la catégorie littérature française. Et devinez quoi ? Là encore, une fiction historique, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais bon, j'avoue que c'est un genre qui me plaît énormément, donc forcément je suis attirée comme un aimant. Là aussi, beaucoup de trigger warning puisqu'on va parler de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément de ses victimes. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu dans les stories à quel point les premiers chapitres m'ont bouleversée. Dans son roman, on suit Irène, qui est une expatriée française vivant en Allemagne et travaillant pour l'International Tracing Service. C'est un centre de documentation autour des persécutions nazies. Elle y est archiviste et un beau jour, sa directrice va la charger de restituer les objets perdus ayant appartenu aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Elle va forcément devoir mener des enquêtes autour de personnes qui ont vécu il y a presque un siècle de ça et qui ont vécu des expériences extrêmement traumatisantes.
Donc vous vous doutez bien que c'est une lecture absolument pas légère. D'autant plus que même si les personnages sont fictifs, les événements qui sont relatés sont évidemment réels. Dernière lecture du mois de mai et dernière lecture en préparation pour le vote pour le prix Babelio. Un abri de fortune, écrit par Agnès Ledigue et édité chez Albin Michel. Celui-ci aussi concourait dans la sélection pour la catégorie littérature française. Je l'ai commencé à la toute fin du mois de mai, je me suis dépêchée de le lire pour pouvoir voter entre celui-ci et le Bureau d'éclaircissement des destins. Et contrairement à la catégorie littérature étrangère, le choix ici a été très vite fait puisque je n'ai pas du tout accroché à ce roman. Pour le résumer ici, très rapidement, notre narrateur va suivre 3 personnages qui ont été complètement cabossés par la vie. Ces personnes-là vont être réunies par hasard dans une ferme pour pouvoir se reconstruire émotionnellement et physiquement. Grâce aux propriétaires de la ferme et aux bienfaits de la nature, ils vont pouvoir se reconstruire et certains d'entre eux vont faire une découverte un petit peu bizarre dans la forêt. C'était la première fois que je lisais un roman d'Agnès Ledigue. Je sais que c'est une autrice qui est quand même assez prolifique et assez publicité d'ailleurs. Mais je ne connaissais pas du tout son travail et donc c'était la première fois que je la lisais et je crois que ce sera la dernière. C'est bizarre parce que je peux comprendre qu'il y ait énormément de personnes qui aiment la lire, mais je sais pas, moi son style d'écriture ne m'a pas du tout plu, ça me correspond pas. Je me suis quand même forcée à lire le roman jusqu'à la fin parce que je me suis dit peut-être qu'au dénouement je vais faire « Waouh, incroyable !» Mais non. Pour vous dire à quel point j'ai eu du mal avec le style d'écriture, jusqu'à la fin, je confondais les personnages. Voilà, c'est assez bête puisque sur le mois de mai, j'ai fait énormément de lectures qui ont été bouleversantes, incroyables, et puis je finis sur celui-là qui a fait un gros plouf. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente de l'avoir lu quand même. Avant le rendu final, je mets à jour très rapidement le nombre de livres lus sur l'année. En rose, ce sont les livres que j'ai lus en lecture audio et en beige, ceux que j'ai lus en version papier. Vous voyez donc que le dernier roman, Un abri de fortune, était le numéro 38 sur un objectif de 70 à la fin de l'année. Et que je n'ai lu aucun livre en version numérique, mais bon, c'est pas grave. En même temps, depuis que j'emprunte les livres à la médiathèque, j'avoue que ma liseuse, je l'ai complètement abandonnée. Et voilà, le moment tant attendu du rendu final est enfin arrivé. Désolée pour la luminosité, je l'ai tourné un petit peu plus tard dans la journée et il faisait pas aussi beau. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter, de me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés d'ailleurs. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, le compte c'est le métronome en papier, comme ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!